Pour commencer cette preview des Memphis Grizzlies, vous le voyez, Ja Morant dans la tourmente. On va y revenir rapidement. On va pas forcément être les plus pari match sur le coup. D'autres médias le font bien mieux que nous. On s'attendra Mais un nous, petit peu on a une plus. éthique et on n'a pas d'argent, donc ça tombe très bien. Pas d'argent, effectivement. Ça nous empêchera de faire du people, malheureusement. Par contre, on vous indiquera bien sûr que l'illustration a été faite par Jordan. Jordan Cam, qui est Fondateur. le cofondateur de QI Basket, bien évidemment, s'il en est. Vous connaissez maintenant notre gimmick. Cofondateur, merci Jordan pour toutes ces illustrations. 30 illustrations en autant de jours, on va le dire comme ça. Et cette preview, bien évidemment, signée par Cam, fan de la franchise, s'il en est. Petit résumé avant de te donner la parole, Cam, et puis de passer au départ arrivé du roster comme d'habitude. Une saison, on peut le dire, assez galère du côté de Memphis, puisque non content de voir les blessures s'enchaîner, notamment dans le secteur intérieur, qui voyait Steven Adams, mais aussi Brandon Clark se blesser et manquer beaucoup de matchs durant la saison. Voyait en plus de cela Ja Morant faire le pitre, on peut le dire, jouer au gangsta venant de Cranbrook. Et finalement, c'est une équipe assez dépeuplée qui, bon an mal an, essayait d'installer sa saison, puisque on peut le dire, par exemple, alors petit quiz rapide, FD et Cam, combien de possessions, on s'est trompé la dernière fois en parlant des Clippers, on parlait de minutage, combien de possessions au maximum ont joué le plus, le 5 majeur qui a joué le plus à Memphis ont-ils joué ensemble? Donc on est d'accord que c'est Adams, GGG, Desmond Bain, Ja et Lily du milieu, on dira ça comme ça, qui n'est plus là. Je vais te dire ça tout de suite sur Cleaning the Glass. C'est Ja Morant, Dillon Brooks, John Conchar, Jaren Jackson Jr. et Steven Adams. 240. 240 pour Cam. FD, est-ce que tu aurais un nombre? En termes de possession sur toute l'année? Ouais, on a du 450 pour As dans le chat, on a du 666 pour Jedi Padawan, mais bon. Merci de me donner un ordre d'idée, parce que et du 480 pour Yutusima. 350, tu nous dis? 350. Eh bien, FD est extrêmement proche, puisque on est à 346. Possession en 362 avec Guillaume, c'était pas loin non plus. Vous êtes effectivement les deux les plus proches, puisque 346 possessions jouées pour le 5 Ja Morant, Dillon Brooks, John Conchar, Jaren Jackson Jr. et Steven Adams, donc le 5 qui aura le plus joué du côté de Memphis. Et pour vous faire un ordre d'idée, sur des moyennes, on est plus dans des standards de 500 possessions, voire un petit peu plus, pour les 5 qui jouent quand même le plus ensemble dans la ligue, avec ceux qui sont vraiment dans la moyenne plus haute là pour le coup, qui peuvent aller jusque dans les 1000 possessions. C'est notamment le cas par exemple des Kings, qui ont très peu subi de blessures, à l'inverse de ces Memphis Grizzlies. Voilà, c'était le petite stat pour exprimer, illustrer cela. Malgré cette saison de galère, les Memphis Grizzlies s'imposaient derrière un Jaren Jackson Jr. qui confirmait ses progrès, notamment aux fautes, face aux fautes en tout cas, s'imposait comme un DPOY finalement, Defensive Player of the Year, et le cap des 50 wins réussissait à être passé derrière le joueur pour une deuxième place en SR, derrière les champions NBA Denver Nuggets, bien évidemment, futurs champions NBA à ce moment-là. 11e offensive rating pour les Memphis Grizzlies, 2e au defensive rating. Et finalement, une défaite face aux Lakers au premier tour des playoffs. Cam, qu'est-ce que tu peux dire rapidement sur cette défaite des Lakers? Quel est un peu ton diagnostic vis-à-vis de cette défaite? Et est-ce que finalement l'objectif a été atteint? Est-ce que c'est amer? Est-ce que tu le voyais venir? Comment tu es par rapport à cette élimination en playoff? Alors, est-ce que l'objectif est atteint? Non, parce qu'en fait, tu termines pas deuxième pour ne pas passer un premier tour. L'objectif pour cette équipe, c'est quand même de viser à minima une demi-finale, voire une finale de conf à moyen long terme. Après, tu arrives sur ta fin de saison, tu as Steven Adams qui ne revient pas, tu perds Brandon Clark qui se fait le tendon d'Achille, tu as Ja qui a sa méforme et ses embrouilles, etc. Donc en fait, tu as un groupe qui est loin d'être à 100% et ça se ressent en playoff. En face, tu as une équipe qui est en pleine bourre. Je déteste Los Angeles, donc ça m'arrache un peu le palais de dire ça. Mais ils arrivent sur une très grosse série de wins, dans un effectif qui est en forme, à LeBron et à Anthony Davis qui reviennent bien. Donc la série, elle est ce qu'elle est. Tu as un Triple J qui fait une très bonne série, mais qui est un peu trop seul. Ja qui retrouve pas le tempo et en défense ça tient pas. J'en parlerai plus tard, mais
La défense extérieure, enlève Dillon Brooks, ça s'écroule. Il y a pas d'ailier dominant, il y a trop de postes où tu as des grosses lacunes. Et ben, tout ce qui est Austin Reeves, D'Angelo Russell, etc., ils en ont profité. Donc voilà, constat amer mais logique en fait après le coup. Tu peux pas répéter ton plafond de verre quand tes rotations sont au bout du bout, malgré un Luke Kennard qui fait un super taf depuis son arrivée, suite à son trade. C'était trop léger et difficile d'espérer plus. Une fois ce constat fait, on va pouvoir passer au départ, aux arrivées et au roadster, au point sur le roadster et à cet effectif. Les arrivées, il y en a une bien évidemment qui va nous attirer plus principalement, c'est celle de Marcus Smart. On va en parler en long, en large, en travers rapidement. Et puis, il y a également celle de JJ Jackson, puisque non content d'avoir un JJ Jackson, il faudrait avoir maintenant un JJ Jackson, voilà, du côté des Grizzlies. Au niveau des départs, Dillon Brooks, Isaiah Todd et Tyus Jones se faisaient la malle, et ça aussi, on va en reparler. Avant ça, bien sûr, Marcus Smart, primo arrivant et l'arrivée plus importante du côté de Memphis. Est-ce que FD, tu peux nous faire un petit peu rapidement le portrait du joueur pour ceux qui auraient été moins fans que nos 6 fans également dans le chat ou comme Azad qui pleure encore son départ? Ouais, bah alors Marcus Smart, si on parle un petit peu de fit avec Memphis, déjà parler hors basket, c'est quelqu'un qui arrive totalement dans ce moule de Memphis, c'est une équipe qui défend dur, qui met tout sur le terrain et qui met énormément d'intensité. Donc là, en termes d'identité, le fit est évidemment évident. Le deuxième aspect hors terrain, c'est qu'il apporte quand même une expérience intéressante à une équipe qui est quand même plutôt jeune, qui manque clairement d'expérience en playoff. Ça fait quelques post-season qu'on le ressent. Marcus Smart, c'est quelqu'un qui a quand même de très très longues saisons dans les jambes à Boston, et c'est pas totalement, c'est pas un hasard de dire ça. C'est pas un hasard de dire ça. Pourquoi Donc on parle de quelqu'un qui était Defensive Player of the Year il y a 2 ans. Quoi qu'on pense de ce titre, mérité ou pas mérité, mais qui, voilà, je pense qui avait un petit peu moins d'impact la saison dernière du côté de Boston, que ce soit offensivement ou défensivement. Il n'en demeure pas moins que ça reste un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue, qui va arriver dans cet effectif en donnant une option défensive que Memphis n'avait pas encore sur les postes extérieurs. Dillon Brooks était clairement moins bon défensivement. Mais voilà, tu ajoutes à Jackson Jr. que tu as en deuxième rideau, tu ajoutes Marcus Smart, ça te donne déjà de très très bons, un axe 1-5 ou 1-4 défensivement qui est très fort. Offensivement, si on doit parler de l'upgrade par rapport à Dillon Brooks, on peut parler du fait que Marcus Smart a montré sur les 2 dernières années qu'il était capable de se créer un tir. Pas toujours de manière efficace, mais qu'il apportait un petit peu plus de création et de playmaking. C'était ça, ces 2 grosses évolutions sur les 2-3 dernières années à Boston. Un playmaking qui va être intéressant, surtout en attendant le retour de Ja Morant. Donc un ajout qui est super intéressant pour Memphis, et j'ai hâte de voir comment il va pouvoir s'ajouter à cet effectif en attendant Ja Morant, et une fois que Ja Morant arrive, comment il va pouvoir jouer aux côtés de ce meneur presque héliocentrique qui a beaucoup la balle, et voir comment il va exister loin du ballon. Ça parle beaucoup de remplacement de Dillon Brooks par Marcus Smart dans le chat. Tom qui nous dit, en plus de l'aspect défensif, Smart est un joueur offensif beaucoup plus rationnel que Brooks. C'est vous dire à quel point l'irrationalité chez Dillon Brooks était présente, parce que plus rationnel en parlant de Marcus Smart, je pense qu'on ne lui a pas dit souvent, très clairement, alors que Benjamin révèle bien sûr débrief sportif dans le chat, qu'on salue, à qui on passe le petit big up, nous dit « Ils ont fait le choix de perdre un joueur dont ils avaient cruellement besoin, Jones, pour le remplacer par un joueur dont ils n'ont pas besoin, défenseur extérieur starter, mais qui est un joueur plus impactant, préférer le talent au fit ». Je te laisserai débattre de ça dans les commentaires avec d'autres Grizzlies fans. Et Gilly Grizzlies qui nous dit Smart remplace Brooks avec une meilleure intelligence dans la gestion des possessions. Ça va être intéressant aussi de voir peut-être sur demi-terrain si Smart, tu le disais FD, comment Smart se positionne, si c'est lui qui a le ballon ou Ja Morant, et surtout dans leur partage des possessions, si finalement il n'y a pas peut-être une meilleure solution sur demi-terrain que la gestion qui était offerte jusqu'à maintenant par Ja, et si Ja peut un peu plus évoluer off-ball, ça peut aussi être l'inverse de ce que tu disais. On va voir comment les Grizzlies fonctionnent. Cam, par rapport à cette arrivée et ce fit, est-ce que, je sais pas, tu es d'accord avec Benjamin dans le chat, ou est-ce que tu diffères de son opinion à lui? Comment tu te places vis-à-vis de ce move? Alors, je suis très content que Smart arrive, mais ça résout rien, en fait.
C'est un peu la direction que j'ai donnée à l'article que j'ai fait pour Cluny quand le trade a été confirmé et qu'il a posé ses valises à Memphis. J'adore le joueur, hein, fort défenseur qui défend 5 postes, bon passeur au shoot. Quand il prend les bons shoots, ça rentre. Quand il fait des dingueries à 3 points en shoot ouvert, ça rentre moins. Mais au-delà de ça, en fait, c'est pas un ailier, Marcus Smart. Donc, il a plein de qualités entre le leadership, son parcours, ce que tu veux, etc. Mais on en revient toujours au même point. Autant talentueux qu'il est, il résout pas le problème que dans cette équipe-là, t'as pas de poste 3. Je veux même pas un poste 3 dominant, un poste 3 qui tient la route, en fait. Actuellement, tu peux pas être contender et avoir un poste où tu prends le bouillon chaque soir, ou à minima, en fait, c'est pas source de valeur ajoutée. Donc, sur le court terme, là, Smart, c'est parfait parce que tu as Ja Morant qui est suspendu jusqu'au 27 décembre, ou 25, enfin, dans fin décembre, concrètement. Donc, Smart, il va pouvoir beaucoup jouer, poser le tempo, défendre bien, etc. Pour la suite, à voir comment Jenkins va l'utiliser. Est-ce que c'est un 6e homme? Est-ce qu'il va le mettre au poste 2? Et Desmond Bane en 3, je pense pas trop parce que ça fait un sac majeur de nain, c'est pas le but. Mais on en va toujours au même point. Moi, je ne conçois pas une équipe qui veut aller loin sans avoir un ailier qui, à minima, ne soit pas négatif. Donc, c'est bien, ça renforce et ça cadre le vestiaire, mais ça répond à aucune problématique que l'équipe a. Tu parlais de ton article et Ouais. j'attire votre attention sur l'article de Marcus Smart, Grise and Grind, écrit par Cam, qui parle un petit peu plus de ce fit-là. Il sera disponible comme d'habitude dans la description ou les commentaires YouTube avant de repasser au chat. Et Cam, tu parlais de ce poste 3 manquant avec après le départ de Dillon Brooks. On a un poste 3 dominant, c'est le Z. En parlant de Zaire Williams, nous dit Gilly Grise, qui a un peu disparu la saison passée de la rotation. Est-ce qu'il y a des solutions Cam au poste 3? Est-ce qu'il y a des choses à envisager? Alors qu'on salue bien sûr Grizzlies FR qui nous rejoint dans le chat. N'hésite pas à nous faire passer tes messages et tes remarques bien sûr dans le chat. On essaie de tout faire remonter. Zaire Williams, un cas assez compliqué parce que très prometteur, bourré de talent et encore une fois, c'est un plafond qui est très élevé. Mais c'est aussi un joueur qui a été blessé, qui est sorti de la rotation assez rapidement parce que irrégulier en défense, en attaque, etc. Un joueur qui était un peu négatif et surtout, pour le problème des équipes qui veulent aller loin, t'as pas le temps de réinsérer un joueur et de lui laisser 15-20 matchs pour se mettre en jambes. Donc c'est pour ça que l'équipe avait fait le choix de se priver temporairement de ses talents. Mais la réalité, c'est qu'à l'instant T, c'est le profil le plus polyvalent que tu as sur les ailes. Il prend toujours des murs quand il se mange un écran lorsqu'il défend, mais il reste très mobile, très agile. Il a un bon sens de la passe. Au shoot, j'attends de voir parce qu'il y a eu du très bon et du très mauvais. Mais encore une fois, si tu ne le mets pas lui, qui tu mets? Desmond Bane, il est beaucoup trop petit. Luke Kennard, j'en parle même pas. John Conchar, j'adore le joueur, mais c'est pas viable au poste 3 toute une saison et en playoff. Oui, ça parlait un peu de toutes ces options-là dans le chat, notamment Conchar, puisque c'était le favori de Laroche. Enfin, pas le favori justement de Laroche 78, qui nous dit « J'ai peur que Jenkins mette Conchar en 3 ». Grizzlies FR qui nous précise, et ça va un petit peu dans le sens dont on parlait par rapport à Zaire Williams, la saison de la dernière chance pour le Z quasiment, alors qu'on nous parle de Guillaume qui nous fait la promotion comme un Celtics fan qui ne se cache plus. Je vois que tu ne te caches plus de tes allégeances, Guillaume. Smart défend des 5 même, il nous dit c'est mieux qu'un ailier. Alors on ne branchera pas les fans du hit là-dessus, ils ont un avis beaucoup plus vénère dessus. Grizzlies FR, pour être un petit peu plus sérieux, qui nous dit mais les espoirs sont là s'il redevient le Z de la saison rookie. Un peu de défense, du 3 et de la verticalité sur contre-attaque. GT en 3 c'est pas possible, nous dit Gilly Grise. On a un petit manque à ce poste là, on va voir comment c'est orienté les choses. Donc toi en termes de full extérieur, Ja, Smart et Bane, tu y crois pas trop Cam? Non, par séquence, je peux y croire. Sur une saison entière qui commence au mois de janvier, du coup, non, je vois pas comment. Non, je suis désolé. Pour moi, il faut que tu mettes Bane et Ja avec le plus de volume possible sur le terrain. Tu mets Smart entre les deux pour permettre de se reposer ou de boucher les trous. Mais non, tu peux pas aligner trois arrières tu peux pas aligner trois arrières sur un 5 majeur, sachant que tu as déjà d'autres problèmes en défense à régler, que t'as. Non, c'est pas possible, c'est pas viable. Je vois pas comment, en fait, sur de longues minutes et face à la plupart des équipes, tu peux aligner ce trio-là. Même s'il y a beaucoup de qualité et que Ben et Smart, j'ai hâte de les voir jouer ensemble. Mais non, c'est trop. En fait, l'équipe a pas le temps. Tu peux pas prendre des risques comme ça et te dire on verra en fin de saison.
comment ça se passe. L'Ouest est trop opaque et trop dansé pour que tu aies le temps de tester. Jedi Padawan qui nous dit dans le chat Anunobi, est-ce qu'il y a plus d'assets, pardon, plus assez d'assets et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup cette rumeur pendant l'intersaison avec OJ Anunobi et ce genre d'ailier trendy, connecteur, etc., etc. Vous connaissez la chanson maintenant. Qu'en est-il de ça? C'est vrai que Memphis par rapport à d'autres playoff fab contender, même si on va reparler un petit peu de cette catégorisation et de cette ambition-là un petit peu plus tard, ça fait partie des seules équipes qui n'ont pas lâché leur futur de draft par rapport à un trade d'une plus grande ampleur qui les ferait passer un cap. Est-ce que c'est pas le moment pour les Grises d'aller chercher ce joueur-là? Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'il est sur le marché? On parlait d'un prix pour OJ Anunoby qui était peut-être un petit peu trop élevé, voire complètement astronomique. Comment tu te places vis-à-vis de ça? Est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour la franchise d'effectivement franchir ce step-là? Est-ce que tu vois un asset disponible, un joueur disponible de cette trempe-là ou pas? Comment tu t'imagines la franchise à ce niveau-là? Et dans le chat également, où est-ce que vous vous placez, vous, les autres fans des Grises, qu'on a en nombre ce soir? Et ça, c'est plutôt très cool. Merci à vous tous d'être si présents. On parle d'une équipe qui a fini deuxième en perdant son sixième homme, son meneur titulaire, son pivot, et qui a bricolé avec son banc pour la deuxième saison de suite, qui finit encore top 3 NBA pour la seconde fois. Donc, moi, je parle du fait il ne faut pas casser une machine qui tourne bien. Alors certes, la déconvenue contre les Lakers, elle fait mal et tu as l'impression qu'elle arrête un peu le projet, mais c'est pas le cas. On est encore une fois sur une équipe qui est très jeune, qui continue d'avancer et tu as encore du potentiel. Tu as un Desmond Bane qui est en pleine bourre, tu as Jack qui est très jeune. Enfin, je vais pas refaire tous les effectifs complets, mais si tu dois bouger pour un crack, qui tu prends? Parce que des ailiers disponibles sur le marché, il y en a pas énormément. Anunoby, moi j'adorais l'idée, mais bah, négocier avec Masai Ujiri, c'est très compliqué et au-delà de ça, il y a pas eu énormément d'opportunités d'ailier cet été, il y en a très peu. Moi, tu me laisses le choix, je prends le petit Bridges de Brooklyn qui est incroyable et qui fait tellement bien, mais il est tu pourras pas l'enlever de là-bas. Donc en fait, tu n'as pas le choix. Tu n'as que le choix de la patience. Parce que tu es un petit marché, parce que tu n'as pas une masse salariale immense ou un propriétaire qui peut payer le cap, peut payer le surplus de cap. Donc en fait, c'est le quotidien des petites équipes. Je suis patient, quand tu mises sur ta continuité, ton développement et ton bon coach, jusqu'au jour où tu fais une percée en playoff, où tu as une énorme opportunité pour récupérer une star, mais pour l'instant, Memphis doit privilégier la première option, je pense. Io Toshima dans le chat, qu'on salue bien évidemment, qui nous dit DFS pour cette saison et qui plus globalement parle des Nets où il y a pas mal d'ailiers, où il y aurait pas mal d'ailiers. On a beaucoup de noms dans le chat. Michael, ça aurait été nickel, nous dit Gilly Grise. Pareil, je pense que ça aurait été très cher. On parle du prix de Giannobi. Je trouve que Michael, c'est peut-être le cran au-dessus en termes de talent et donc peut-être en termes de prix. Et on revient par rapport à cette problématique de l'ailier à Guillaume, qui vraiment vante les mérites de Marquis Smart, qui était extrêmement sérieux, et qui vante le fait que du coup c'est pas forcément le mismatch qui est imaginé, ou en tout cas craint par pas mal de fans des Grises dans le chat, qui auraient peur de se faire crusher si ils alignaient une rotation un peu trop petite sur les lignes arrière, alors que Tom nous rappelait malgré tout que ça avait été une des options de Jenkins de jouer très petit, notamment avec un commentaire full all caps. Jenkins nous foutait du Allen Jones par le passé. Je sais pas si c'est parce qu'il était un petit peu énervé par cette option, Tom. Je suis pas sûr qu'il soit très client de le refaire. FD, je ne t'interroge pas trop parce que c'est vrai que Cam est fan de la franchise et que du coup c'est un petit peu plus facile de donner le billet. N'hésite pas, moi j'ai un nom à dire. Royce O'Neal. Parce que là on parle des Nets. Moi je pense que Royce O'Neal, typiquement, ça peut être une cible intéressante sur le poste 3. Sa défense, ça tire à 3 points. Si vraiment il y avait besoin d'un poste 3, moi je suis peut-être un petit peu plus réservé que Cam sur ce besoin, dans la mesure où moi, le Morant, Bane, Smart me pose beaucoup moins de problèmes sur le papier. En tout cas pour jouer ensemble. Là où par contre je rejoins totalement Cam, c'est une fois que tu rentres dans tes rotations, là tu vas avoir besoin de la création typiquement d'un Smart en relais de Ja Morant. Mais sur des courtes séquences ou pour finir les matchs, donc pour aller les gagner, pour moi les trois ensemble ça va très bien.
Mais par contre, ouais, Dorian Finney-Smith, Royce O'Neal, ça peut être des moyens de combler ce manque dans l'effectif assez. Alors, pas facilement parce qu'ils ont un prix, c'est quand même des joueurs intéressants, mais ça peut être des cibles. Ça peut être ciblé. Et comme je voulais t'interrompre tout à l'heure, excuse-moi, mais par rapport aux Nets, les deux ailiers, que ce soit Dorian Finney-Smith ou Royce O'Neal, sont peut-être sortis d'une saison peut-être avec un petit peu une adresse un petit peu en berne et peut-être un prix qui peut se négocier un peu à la baisse, surtout qu'ils font un petit peu de doublon chez les Nets, même s'ils peuvent être alignés ensemble ou dans des line-up intéressantes. Mais effectivement, on a vu plutôt en plus avec la prévue des Nets que ça pouvait être une équipe qui ferait des échanges au courant de la saison. Grizzlies FR qui nous dit t'as pas forcément besoin d'un cadre en 3 quand ton équipe est construite sur un axe JJJ Bane. Un vet de métier peut suffire, mais faut le trouver. Voilà, donc ça peut aussi être une option plutôt que d'aller vers des profils extrêmement chers dont on parlait en début, hein, Michael, OJ, Anunoby. Et Guillaume qui nous dit négocier avec Masai, c'est facile, tu offres un no-name de D-League qui a une envergure de bras de 7'3" et il te donne tout ce que tu veux en échange. Effectivement, il y a un kink à exploiter du côté de Masai. Il y a un kink très sérieux de ce côté-là pour Masai Ujiri. C'est à peu près tout peut-être. Alors peut-être Tom qui nous dit DFS et O'Neal ne peuvent pas dribbler, je suis désolé, mais c'est pas possible. Et peut-être c'est là une chose intéressante par rapport à cette problématique de l'ailier. Moi je voulais aller un petit peu plus loin que ça peut-être pour finir cette preview, ouvrir un petit peu la chose pour parler de l'orientation de la franchise au global. On a vu que c'était une franchise qui, sous l'égide sous l'impulsion de jeunes très talentueux, d'un très bon front office, qui a réussi surtout à les aligner et à avoir une très belle profondeur et un système très utile en SR de jeu de la possession, puisqu'on le sait, en fait, les Grizzlies ne sont pas forcément très bons offensivement, se reposent d'abord avant tout sur une défense agressive qui offre de la transition, des points faciles et qui font leur retard offensif qui vient d'une attaque sur demi-terrain qui n'est pas forcément très efficace. Eh ben, ils réussissent à multiplier les rebonds offensifs pour s'offrir des secondes chances et plus de shoots que l'adversaire, et c'est comme ça qu'ils font un petit peu l'équilibre. On a vu que ça, malheureusement, cette identité-là, si en SR elle fonctionnait parfaitement, on avait coup sur coup un plafond assez vite atteint en playoff puisque l'attaque sur demi-terrain n'est pas assez bonne. Est-ce que, effectivement, comme a tendance enfin, semble-t-il, Tom peut l'insinuer avec cet ailier qui aurait besoin forcément de dribbler, est-ce que pour passer ce plafond, il va falloir d'autres joueurs, d'autres styles de joueurs, quelque chose de différent dans l'effectif? Et comme tu disais justement par rapport à ça, que l'arrivée de Marcus Smart tout à l'heure, tu disais que ça ne comble pas ce manque-là et ça ne permet pas de passer à un plafond. Comment vous êtes dans le chat vis-à-vis de ça, fan des Grises? Et toi, comment tu es par rapport à ça, Cam? Marc, par contre, il y a une chose que je pense qu'il va apporter, c'est de la sérénité en fin de match. Memphis, c'est un grand spécialiste de l'équipe qui s'auto-saborde ses fins de match. C'est un peu le problème du jeu de possession où du coup tu cours continuellement après le score à la contre-attaque. C'est que si ta défense craque par moment ou si les shoots ne rentrent plus, tu galères. Tu galères parce que tu te retrouves à devoir poser ton jeu et c'est pas la marque de l'équipe. Smart sur demi-terrain, il sait faire. Attention, je dis pas que c'est un Steph Curry ou un Chris Paul, mais il sait faire. Donc ça apporte quand même une alternative de jeu, sachant que tu es dans une équipe qui ne manque pas de shooters ou de joueurs impactants à l'intérieur. Donc c'est une belle option, je pense. Mais surtout, il y a le fait de, comme je l'ai dit un peu avant, pas prendre de shoot à la con, pas faire le mauvais choix, pas faire la faute offensive de trop que pouvait faire Dillon Brooks ou mettre un taquet au joueur adverse. Ça passe par là parce qu'au-delà de ça, tu peux pas réinventer l'ADN d'une équipe du jour au lendemain. En général, les équipes qui le font, c'est qu'il y a un trade, d'un joueur majeur de l'équipe et il y a une arrivée. Et pour l'instant, tu n'es pas dans cette situation-là côté Memphis. Et je vois pas l'équipe du jour au lendemain passer sur un demi-terrain bétonné. Ça ressemble pas à son ADN. Il y a quelques joueurs qui en profiteraient, que ce soit Bane ou même un Steven Adams et un Jaren Jackson. Mais à l'instant T, on en est loin. Et surtout, tu vas pas tester des choses pendant que ton meilleur joueur est absent. FD, par rapport à ça, comment toi tu imagines le plafond de cette équipe? Comment tu imagines les potentielles résolutions? Alors peut-être pas sur la saison, pardon, mais peut-être un petit peu plus à terme. Est-ce que tu as des idées vis-à-vis de cette situation dans laquelle les Grises sont? Comme j'étais en train de voir avec Tom dans le chat, je pense que tu as quand même des moyens de développement interne qui sont vraiment intéressants.
Même si aujourd'hui, pour aller loin en playoff, les profils sont pas encore assez développés, que ce soit du Laravia, que ce soit du Roddy, que ce soit du Zaire Williams, tu as quand même des possibilités internes. Donc je comprends que Cam, en tant que fan impatient, ait forcément envie de performer aujourd'hui et tout de suite. Et c'est pour ça, quand il dit on n'a pas le temps régulier de tester des choses, je suis pas forcément d'accord avec lui. Mais voilà, je pense que tu as des moyens en interne, soit de les faire progresser et de les rajouter à ton corps, ou bien de les faire progresser. Et puis un jour, peut-être que ce sera ça les assets dont tu auras besoin pour un trade. On a beaucoup de jeunes encore. Il faut juste qu'un explose pour changer l'horizon temporel de la team, nous dit Grizzlies FR. C'est vrai que j'avais cette idée en tête quand je préparais la preview tout à l'heure rapidement, de me dire que si vous avez eu bien sûr l'explosion de Ja Morant et celle de Jaren Jackson Jr. et que Bane est incroyable dans ce qu'il fait également, voilà, il y a ce petit manque à la main. Après, ça fera beaucoup, je pense, de développement, etc. Il y a une notion de temporalité où je ne sais pas à quel point les rookies et on parle de Jack Laravia, de Roddy, etc. sur l'aile, ce développement-là, à quel point il est long ou pas, je me rends pas compte, hein, c'est une vraie question innocente de ma part. Cam, par rapport à toi, tu avais plutôt l'optique de vouloir aller un petit peu plus vite, mais est-ce que ces joueurs-là montrent des choses intéressantes? Est-ce qu'en tout cas on peut parier dessus? Qu'est-ce qu'ils apportent peut-être l'un et l'autre de différents? Est-ce que tu peux nous éclairer peut-être sur certains profils pour ceux qui ne regarderaient pas l'équipe plus que ça? Jack Laravia, un joueur un peu plus âgé, enfin un peu plus âgé, oui et non, parce qu'il y a eu une erreur sur son âge au moment de sa draft. Mais au-delà de ça, c'est un joueur qui a un très bon QI basket, qui est très polyvalent, que ce soit à la passe, dans tous les aspects du jeu, etc. C'est pas un shoot qui est encore très fiable en NBA, mais je pense que ça va le devenir. Son seul souci à Laravia, c'est qu'au moment où il commençait à jouer avec l'équipe, il s'est blessé. Donc on en revient à ce que je disais avant. Quand tu es blessé, que tu te retrouves à rater quelques matchs, tu sors de l'effectif et ça a été compliqué de le réinjecter sur la fin. David Roddy, il a été plus épargné. Profil hybride 3-4, quand même. Enfin, un petit poste 4 ou un grand 3, c'est comme tu préfères. Très bon rebondeur, bon défenseur sur l'homme. Pas le plus agile, mais qui compense bien avec son placement. Tu peux le plugger éventuellement sur un poste 3 par séquence en fonction de qui tu as en face. Il a rarement été hors sujet sur ses matchs, pas toujours par contre, pas toujours dans le positif. Donc, un peu comme je le disais avant, on n'est pas sur des profils qui sont hyper fiables et sûrs, mais sur des profils que tu peux développer. Il y a quand même quelques équipes où dans tout ça, enfin, tu n'as pas des Kevin Durant ou des Kawhi Leonard dans chaque équipe de tes deux conférences, donc tu peux quand même les responsabiliser un peu en attaque. Mais c'est pas par contre, c'est pas des joueurs qui vont attaquer la raquette, qui vont faire le dribble en plus, etc. C'est des bons soldats. Je pense que c'est comme ça que ça les résume. Grizzlies FR qui nous dit: avec ce roster actuel, je ne nous mets pas du tout contender cette année, alors que pourtant c'est assez ouvert. Alors après, c'est vrai qu'on peut peut-être faire aussi, excusez-moi pour le micro, on peut peut-être faire aussi le distinguo entre contender et réussir à être un petit peu plus périn peut-être en playoff. Moi, c'est là aussi où je fais le distinguo. J'ai l'impression qu'on a encore ce step-là à passer du côté des Grises. Alors peut-être que ce sera pour le sauter directement, en se cassant encore les dents peut-être sur cette étape-là cette saison, et puis d'un coup faire un step plus grand et devenir réellement contender. C'est possible aussi, c'est pas forcément si linéaire que ça, ce genre de progression, mais on a toujours cette progression qui est un petit peu compliquée potentiellement. On n'a pas encore de série de playoff référence, c'est clair. C'est un peu voilà, ce qui me semblait aussi. Tom qui nous dit d'ailleurs, on n'a pas Luke Kennard cette saison. Il me semble qu'il est toujours dans l'équipe, si je ne m'abuse, Cam. Si, bien sûr. Effectivement, c'est une option intéressante. Alors, moi, j'ai plus l'impression que c'est, encore une fois, derrière Bane, quoi. Un peu plus sur le poste d'arrière. Je suis pas sûr que poste 3, ça règle grand-chose. Alors après, quand les deux ont été alignés ensemble, ça a très bien marché parce que déjà, tu mets deux gros shooters ensemble, ça peut que fonctionner. Surtout que Kennard, il a quand même bien développé son jeu off-ball et son jeu à la passe, notamment depuis 2 ans. Donc les deux se complètent très bien. Par contre, Kennard en défense, dès qu'il est sur le terrain, tu as tous les crochets de l'équipe qui se retournent vers lui. Mais donc, après, on en revient au même point. Vu que tu as Marcus Smart, tu as quand même un monde où ta rotation extérieure, c'est Marcus Smart et Kennard, donc c'est quand même très fiable. Tu peux faire tourner sur quelques séances avec un Desmond Bane ou un Ja. Donc non, moi je l'attends clairement parce que Kennard, il a fait énormément de bien quand il est arrivé à l'équipe. Enfin,
Il a ce profil de pétard ambulant qui peut te claquer 6-3 points en un match, comme de l'autre côté, être beaucoup plus ciblé, être moins impactant. Mais par contre, il y a aucun risque avec lui. Kennard nous a bien apporté pour l'attaque sur demi-terrain. Il y a une vraie amélioration Oui. pré- et post-deadline. Et Tom qui me précise, c'est plus Conchar derrière Bane, alors que Benjamin nous dit sous-côté Kennard. Je suis assez d'accord, je suis assez content de voir, parce que Kennard, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il était vraiment cantonné à un poste de shooter, notamment ces années précédentes aux Clippers, alors que c'est vrai qu'on avait pas mal de scouting reports vantaient un petit peu son upside au playmaking, donc c'est quelque chose qui est intéressant de voir, de se développer un petit peu plus. Le problème, il est défensif chez Kennard, bien sûr, où c'est l'offense pour le coup, qui se marre en voyant Kennard en défense. Perso, je vois pas comment on finit pas top 5 en défense cette saison. Je suis assez d'accord avec Tom là-dessus. Je rappellerai encore une fois, parce que j'ai vu Jedi Padawan tout à l'heure, mais aussi Azad vraiment bourriner sur Marcus Smart, en disant que vous serez surpris de à quel point il pourra apporter sur le poste d'ailier, et du coup peut-être régler cet équilibre-là, en plus une fois que vous jouerez peut-être plus quelque chose dans l'optique des playoffs. On a parlé un petit peu de Santi Aldama, effectivement très bonne CDM, bonne montée en puissance derrière, et très bonne prépa de la part du joueur, nous dit Benjamin, c'est dit en plus de ça. Et voilà, moi j'ai l'impression de, peut-être pour terminer, et après FD et Cam, vous me direz si vous avez des choses à ajouter sur ces Grizzlies, j'ai l'impression que l'équipe est encore un petit peu dans une ambition hybride, ou pas complètement encore à la fin de son cycle de développement, on va dire ça comme ça, et en même temps avec le succès qu'elle a eu, peut-être un petit peu projeté en avant vers l'obligation, ou en tout cas l'objectif de passer un step et d'être un petit peu plus pérenne en playoff. Ça donne une difficulté, d'autant plus que le style de jeu, comme on l'a dit, l'identité était un petit peu difficile peut-être à transfigurer en playoff, et poser des soucis notamment sur attaque du demi-terrain. C'est peut-être là le plus intéressant, je pense, vis-à-vis des Memphis Grizzlies. Comment est-ce qu'ils vont réussir à passer ce step-là? On a essayé d'évoquer plusieurs pistes. FD, est-ce que tu as quelque chose à ajouter peut-être avant de laisser finir notre ami Cam pour conclure sur ces Memphis Grizzlies? Non, juste que j'ai hâte de voir comment Marcus Smart va être ajouté à cet effectif. Et puis, on me parle énormément de ce John Conchar qu'il va falloir que je regarde, puisque que je regarde plus en détail, parce que voilà, j'entends beaucoup parler de lui, donc je vais regarder ça de près. Cam, du coup, est-ce que tu veux, voilà, c'est ton tour, n'hésite pas si tu veux aller un petit peu plus loin ou évoquer quelque chose qu'on n'aurait pas dit et qui te tiendrait à cœur pour cette équipe. C'est ton moment pour cette conclusion par rapport au Memphis Grizzlies. Malgré tout ce que j'ai pu dire avant, je ne suis pas le plus optimiste sur cette équipe, mais il y a quand même beaucoup de potentiel, et c'est une équipe qui peut et qui va monter en puissance au fur et à mesure de la saison jusqu'en playoff. Qu'est-ce qui manque à Memphis? Il manque ce qu'il a manqué à Denver avant l'arrivée d'Aaron Gordon. Il te faut un défenseur 3-4 fiable. Ça t'amène pas forcément au titre, mais ça solidifie beaucoup de choses, autant ton attaque que ta défense. Donc le jour où ce fameux poste 3 dominant ou pas arrivera, l'équipe sera tranquille. Mais d'ici là, elle va être sûre de ses forces, fort en défense, fort en contre-attaque et sur un jeu plus rapide. Si à côté de ça, elle arrive à poser son jeu en fin de match et à ne pas gâcher ses avances, ça reste une équipe qui peut jouer un top 5-6 largement dans une conférence Ouest qui comporte 4-5 contenders. Et je finirai quand même, hein, on laisse bien sûr la conclusion à Cam de notre côté, mais quand même en citant Tom également, qui nous dit une phrase que je trouve très intéressante et très drôle. Les Grizzlies sont l'équipe que les observateurs pensent que les Pels sont. Je vous laisserai méditer là-dessus, bien évidemment.